5 jours après le vote des mesures d'économie, le monde de l'enseignement reste sous tension. Alors, la fronde va-t-elle se poursuivre? Les examens pourront-ils avoir lieu normalement? Beaucoup de questions se posent. Que peut-on attendre aussi de la rentrée prochaine? De tout cela, on en discute dans Versus avec nos invités. Et ils sont 5 ce soir sur notre plateau pour parler de ce monde de l'enseignement toujours en zone de turbulence. Il y a des profs, directeurs, étudiants, représentants de parents. Alors ils font face à de nombreux inconnus. La première, c'est l'organisation des examens certificatifs externes, CEB, CE1D, CESS. Les syndicats demandent leur annulation. La ministre de l'Éducation ne veut pas en entendre parler. Les points de vue sont diamétralement opposés. On va le voir dans ce court morceau d'interview. Maintenant, le message qu'il faut passer, c'est attention, ne prenons pas en otage nos élèves. Nous sommes à un moment particulier de l'année. Il faut essayer de limiter les pertes d'apprentissage. Les épreuves certificatives externes, elles ont été imprimées, elles sont prêtes. Je pense que c'est important pour nos élèves qu'on puisse les maintenir. Les examens sont imprimés, on s'en fout, hein, j'ai envie de dire. On s'en fout. Aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. La situation veut que ces enfants soient préservés et qu'on ne les mette pas dans un stress supplémentaire parce qu'ils ne sont plus dans les conditions pour passer des examens. Joanne Dizan, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Institut des Filles de Marie à Saint-Gilles. Chez vous, dans votre établissement, est-ce que ces examens certificatifs vont avoir lieu ? Alors, les examens, nous avons réaménagé la session d'examen, donc seuls les élèves qui ont des échecs passeront les examens. Ça, c'est les examens internes, on appelle ça. C'est ça. Ouais. C'est important de mettre peut-être dans l'ensemble, mais les épreuves externes, oui, auront lieu dans mon école. Donc vous ne craignez pas qu'il y ait un blocage de profs à un moment donné pour empêcher la tenue de ces examens? En tant que directeur, on vit le jour, au jour le jour, tout simplement. Voilà, on essaye de voir et s'adapter, et on verra bien ce qui se passera. Mais à l'heure d'aujourd'hui, l'objectif est de faire passer nos élèves les épreuves externes. Oui, Mathieu Ovine, bonsoir. Vous êtes professeur à l'Institut Saint-Dominique à Scarbeck et vous êtes aussi un des membres du collectif Mars Attacks. Est-ce que le collectif va bloquer certaines écoles à l'occasion de ces examens certificatifs? Alors, il y a des risques effectivement que certaines écoles soient bloquées. Maintenant, ça va dépendre également des épreuves, si c'est des épreuves pour les CESS, pour les 6e, ou pour les CE1D, qui sont quand même un petit peu différents au niveau de la préparation. Les épreuves CESS qui sont des synthèses et qui sont, on va dire, moins importantes. Les CE1D, le seul moyen de débloquer, c'est faire grève le dernier jour, le jour même. Et ça, c'est possible, en fait? Vous pourriez le faire dans certaines écoles? On a le droit de le faire. Et donc, oui, c'est possible que ça ait lieu. Ouais, et donc, quand vous entendez... Ce que nous demandons dans le minimum des cas, en tout cas, c'est de ne pas transmettre les résultats à la Fédération Wallonie-Bruxelles de ces épreuves. Donc, les élèves vont avoir leurs résultats, ils vont être délibérés normalement, mais on demande de ne pas donner ces résultats à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ouais, vous en pensez quoi, ça, Joanne Dizan? Moi, je vais quand même invoquer un peu de sérénité. Alors, à l'inverse de ce que la ministre peut dire, les élèves ne sont pas en otage. Non, c'est pas une prise d'otage, selon vous Ah non, c'est pas du tout une prise d'otage. Mais vous verrez que peut-être en septembre, nous aurons des élèves qui seront vraiment fragilisés avec les réformes. Donc, c'est le moment aujourd'hui de dire les choses telles qu'elles le sont. Mais vous dites au syndicat et à Mars Attack aujourd'hui, sérénité, donc laissons s'organiser ces examens certificatifs. Alors, chaque école est libre de ses actions et chaque école a un plan d'action tout à fait différent. Moi, je viens d'une école à milieu socio-économique de catégorie 1, donc défavorisée. Et pour nous, il est important aujourd'hui de pouvoir dire à nos élèves: oui, il y aura les examens, préparez-vous. Et au conseil de classe, eh bien, nous serons très attentifs à ce que vous avez pu vivre tout au long de l'année et pendant cette période. Je crois que c'est important de rappeler que les enseignants et les directions sont professionnels et tiendront compte de la situation en fin d'année lors des conseils de classe. Oui. Alors, on a 2 étudiants avec nous sur ce plateau. Une question pour vous, Guillaume Gossens. Bonsoir, vous êtes rhétoricien à l'école de Crolly à Uccle. Comment ça va se passer chez vous? Est-ce que tous les examens sont organisés?
Alors ici à l'école de Creully, tous les examens sont maintenus, internes et externes. C'est le choix de l'équipe éducative à laquelle je fais entièrement confiance. Malgré tout, le comité des élèves francophones, le syndicat des élèves en Fédération de Bruxelles, a recommandé l'annulation des examens par une lettre ouverte adressée à Glatini. Oui, et pour vous, c'est important que cet examen certificatif, donc le CESS en ce qui vous concerne, soit organisé ? Alors au contraire, je dirais plutôt que ce serait important qu'il puisse être annulé et que la ministre prenne ses responsabilités pour nous permettre de nous mobiliser et de manifester notre colère également. Ah ouais, donc vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que les profs et la direction de votre école alors ? Je respecte tout à fait leurs décisions, mais je ne le suis pas forcément. Oui, alors Lola Bréchabert, bonsoir. Vous êtes déjà venu sur un de nos plateaux, vous êtes aussi en réto à l'Athénée Charlie Janssens. Même question pour vous, ils vont avoir lieu, ces examens certificatifs à Charlie Janssens ? Pour l'instant, ils sont prévus. Après, ils seront perturbés. À quel point, ça, je ne sais pas encore. Tout va dépendre de la mobilisation qu'il y aura ou pas. Mais nous, en tant qu'élèves, on n'a pas envie de les passer. Pour plusieurs raisons, parce que c'est des épreuves qui, à la base, on nous dit qu'elles sont là pour garantir une égalité de traitement entre les élèves. Là, concrètement, c'est pas le cas. On a des écoles qui ont cours, des écoles qui ont plus cours, des élèves qui vont manifester et qui reçoivent des violences de la part de la police hyper dures, et on leur demande après de réviser. Donc je pense qu'on n'est plus du tout tous égaux par rapport à la préparation et au passage de ces examens. Alors juste une question, puisque c'est l'expression qu'emploie la ministre Glatini. Est-ce que vous vous sentez pris en otage aujourd'hui ? Prise en otage, non, pas forcément, mais on ne se sent pas assez écouté, en fait. Depuis le début, que ce soit par rapport à la réforme et maintenant à tous ces trucs d'examen, en fait, c'est toutes des choses qui nous concernent, nous, directement. Il n'y a aucun moment où on vient nous voir, on nous dit « Ok, c'est quoi vos besoins ? Est-ce que ça va ? Est-ce que ça ne va pas ?» Donc je pense que c'est plus ça qui dérange pour l'instant. Alors Véronique Dethier, bonsoir. Vous êtes la co-directrice de la FAPEO, l'association des associations de parents de l'enseignement officiel. Les parents, on les imagine inquiets. Quel est votre mot d'ordre à vous concernant ces épreuves certificatives ? Alors on ne donne pas de mot d'ordre et on a fait une enquête, un petit sondage auprès des parents qu'on s'apprête à clôturer. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que c'est très partagé sur faut-il ou ne faut-il pas organiser les épreuves externes. Donc c'est très très partagé avec des inquiétudes des parents qui ont des enfants qui n'ont pas cours depuis un mois, plus d'un mois, et qui sont donc pas prêts à passer ces épreuves. Et donc là, il y a vraiment un sentiment aujourd'hui de dire prenons en compte les élèves, organisons des remédiations si nécessaire, de manière à pouvoir envisager l'année prochaine avec un peu de sérénité. Oui. Joanne Dizan, est-ce qu'on fragiliserait le parcours de certains étudiants si ces épreuves n'ont pas lieu, si cette épreuve certificative du CE1D, du CESS ou du CEB ? Non, du tout, du tout. Ces épreuves permettent d'avoir des chiffres, des statistiques qui peuvent réorienter un peu les écoles sur leur manière de travailler. Mais si on supprime les épreuves externes, ça ne va pas changer grand-chose aux élèves. Je rappelle qu'on est quand même dans une formation continue. La formation continue, c'est qu'on travaille toute l'année pour pouvoir réussir. Et heureusement qu'on ne s'arrête pas uniquement sur les examens de juin. Oui. Alors Mathieu Ovine, dans l'ADH aujourd'hui, nouvelle interview de Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation, qui dit « J'ai le soutien de profs qui n'osent pas le dire ». Il y a aussi le droit à ne pas faire grève. Alors est-ce qu'on oblige certains profs à se taire ? J'en ai jamais entendu parler. Alors il est possible qu'il y ait quelques profs qui pensent ça. J'en ai vraiment jamais entendu parler. Ce serait intéressant qu'elle nous montre ces mails et qu'elle nous montre également le nombre de mails de professeurs qui ne sont pas d'accord avec ce qu'elle dit. Donc ici voilà, c'est bien beau de dire des choses comme ça. Voilà, on aimerait bien avoir des preuves par rapport à ça, mais surtout ça représente. Et donc pour vous, 100% des profs sont contre les réformes ? En tout cas, dans mon école et dans la plupart des écoles, oui. Ouais, vous confirmez ça, monsieur Dizan ? 99%. Ouais, il y a toujours un ou l'autre qui va être en opposition par rapport à l'ensemble du groupe. Mais oui, c'est une majorité. On le voit dans les rues. Pour vous, vous le voyez également, Lola, dans votre école, au niveau du corps professoral, il y a une unanimité contre les réformes ou pas ? Une unanimité, je ne sais pas si j'irai jusque-là, je ne sais pas ce qui se passe en interne, mais en tout cas, ils sont assez soutenants pour la plupart. On a organisé des blocages
Enfin, c'est les élèves qui organisaient, c'était indépendamment des professeurs. Mais eux sont venus en soutien, on n'a eu aucun problème avec eux. Donc j'ai l'impression qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de désaccords. Ouais, Véronique de Thiers, est-ce que vous avez des témoignages de parents qui ne comprennent pas finalement que certains enseignants, que les enseignants n'acceptent pas ces réformes? Est-ce que vous avez des témoignages dans ce sens? Alors, donc oui, on en a, mais ils sont exceptionnels et dans la toute grande majorité, donc on est à 80% des parents qui soutiennent le mouvement et qui soutiennent aujourd'hui le monde de l'école. Et oui, on a des parents qui sont en interrogation, mais je dirais qu'ils sont plus en interrogation parce qu'ils sont inquiets aujourd'hui de la suite du parcours de leurs enfants et parfois mis en difficulté dans leur organisation, je veux dire quotidienne, parce que les écoles sont fermées et les élèves sont bloqués. Mais oui, évidemment que tout le monde n'est pas unanime et que la position n'est pas aussi lisse que ça. Mais ce que je peux dire, c'est que globalement, tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'école. Oui. Alors Guillaume Goossens, vous, dans votre cas particulier, les cours n'ont apparemment pas été beaucoup perturbés à l'école de Crolly, mais est-ce que vous pensez qu'il pourrait quand même y avoir des conséquences pour certains élèves qui ont plus de difficultés dans l'orientation future et dans les études futures? Alors, par rapport à l'ampleur de ce mouvement qui dure depuis quelques semaines. C'est sûr que le risque est présent, mais heureusement, l'équipe professorale est vraiment derrière nous pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour nous aider. D'ailleurs, ils nous soutiennent dans les manifestations et nous les soutenons. Et ils continueront de nous soutenir également au niveau scolaire. Oui, alors Joanne Dizan, on a vu finalement des directions qui se mobilisaient aussi, les profs, évidemment. On a vu aussi finalement un monde enseignant un peu assommé après le vote du décret la semaine passée. Est-ce que vous avez l'impression que les vacances vont être source d'apaisement et qu'on pourra recommencer sur des bases sereines, puisqu'il y a quelques minutes, vous appeliez à la sérénité pour les examens? J'espère que les vacances ne vont pas atténuer le combat d'aujourd'hui, parce qu'on parle de l'avenir de nos jeunes, de nos enseignants, de l'enseignement. Je voudrais quand même rappeler que si la Fédération Wallonie-Bruxelles est en dette, c'est pas la faute des jeunes, ce n'est pas la faute de l'enseignement. On guérit pas un cancer avec une aspirine. Ça, c'est très important. Et si on veut modifier justement ce système, il faut changer les institutions. Il faut avoir le courage de changer ces institutions. Et quand j'entends les engagés, le MR, dire « nous avons été jusqu'au bout de ces réformes et c'est bien pour vous », non. Ce qui aurait été très juste à un certain moment, c'est oser, comme la Flandre l'a fait, oser changer les institutions. C'est ça qui est important. Parce que cette année, on vit ça, mais qu'est-ce qu'on va vivre l'année prochaine? Mais on nous dit qu'il n'y aura plus d'assainissement dans l'enseignement jusqu'à la fin de la législature. Alors, assainissement financier et budgétaire. On n'a pas encore voté pour la S2, ni la S3. Et puis, oui, S2, S3, c'est le tronc commun okay. Pour la deuxième année, pour la troisième année. Mais on n'y croit plus. Quand ils se sont présentés devant nous aux élections avec de jolies promesses, on a eu envie d'y croire. Et puis on a vu que les promesses n'étaient que des promesses. Elles se transforment en manipulation, pour ne pas dire mensonge. Donc aujourd'hui, si oui, vous avez des mots très durs. Mais la rue parle, vous savez. C'est ça qui est important. Quand des directions, je ne parlerai que des directions, décident de descendre dans la rue pour dire non, eh bien, c'est qu'il y a une raison. On ne descend pas très souvent dans la rue parce qu'un directeur doit garder l'église au milieu du village et doit continuer à faire vivre son école. Sauf que là, on s'est dit ce n'est plus possible. C'est un train fou, sauf que ce train ne descend plus à la gare de la concertation, à la gare du bon sens, à la gare du respect. Ouais. Et je suppose qu'avec ce train fou, ils imaginent qu'en dépassant le mur du son, peut-être qu'ils rentreront dans une nouvelle dimension, Mars Attack, je ne sais pas, et que l'incompétence pourrait devenir de nouveau compétente. Ouais. Et donc, par rapport à ça, sur notre antenne, il y a quelques jours, et Valérie Glatini et Madame de Gries, la ministre-présidente, ont dit on veut recréer le dialogue, la porte est ouverte.
On dit recommençons à dialoguer. Vous en pensez quoi, ça, monsieur Ovine? C'est une blague. Enfin, c'est une blague parce que ça fait des mois qu'on demande d'avoir les syndicats, les directions, les associations de parents, le CEGEC. Tout le monde veut avoir une concertation. Alors oui, ils nous prennent en photo sur les réseaux sociaux, ils se postent, mais il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de dialogue. Alors c'est facile de passer en force et puis de dire après, en fait, on est prêt à rouvrir la porte et discuter. Oui, et ce que le gouvernement dit, c'est qu'il n'y a pas eu de force de proposition à un moment donné pour proposer d'autres mesures. La proposition, elle est très simple. Ici, depuis... Je veux juste intervenir. Oui, mais ça a été dit par Valérie Glatini sur notre antenne. À un moment, je veux dire, c'est quand même incroyable ça. Il y avait des propositions, il y avait une feuille de route. On a renoncé à des économies. Le tronc commun, la mise en œuvre du tronc commun représentait des économies. On renonce à ces économies-là. Donc, qu'est-ce qu'il fallait de plus comme proposition? Et donc, là où je revenais, la feuille de route, il y a un problème, ici, pas de dépenses, mais de recettes. Donc, c'est prouvé que depuis 2011, il y a 0,2% du PIB attribué à l'enseignement qui a diminué. Ça paraît rien du tout, mais ça correspond à 1,2 à 1,4 milliard par an. Ce qui, bizarrement, c'est la dette à l'heure actuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et on ne parle pas non plus que dans l'augmentation des dépenses, dans ce qui a augmenté de plus de 95% depuis 2017, c'est dans les frais généraux. Les frais généraux, c'est les frais qu'on paye au gouvernement pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui coûtent plus de 530 millions d'euros par an. Et là, il n'y a pas de coupe. Oui. Et donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je vais m'adresser aussi aux étudiants, parce que la ministre Glatini, elle vous invite aussi à aller la rencontrer. Est-ce que vous êtes prête à dire banco, on va y aller, on va aller la rencontrer? Ah ben oui, moi avec plaisir, s'il faut aller la rencontrer, j'y vais. Mais je pense qu'au-delà de rencontrer individuellement les élèves, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui se passe. Je veux dire, jeudi dernier, on était combien dans la rue devant le Parlement? Enfin, c'est beau de vouloir les rencontrer individuellement, mais à un moment, je pense que ces mobilisations, elles suffisent à montrer notre désaccord. Et on devrait être plus écoutés. Je sais qu'elle nous entend. Oui, on chantait avec Glatini descend d'ailleurs, ça a été chanté beaucoup. Et il n'y a personne qui descend, donc on sait qu'on est entendu. Maintenant, on demande à être écouté, vraiment. Ouais, vous avez aussi cette impression-là, vous, Guillaume? Moi, j'ai surtout l'impression qu'il a mis beaucoup de temps avant qu'on nous propose d'être écoutés. On a attendu plusieurs mois à se mobiliser, à se manifester et à s'inquiéter des réformes avant que Glatini ne réagisse. Alors maintenant, la porte est ouverte de notre côté aussi, mais... y aura-t-il un réel dialogue? Alors, on va reparler de ces mesures d'économie, mais là, on va réentendre, si vous le voulez bien, un petit morceau d'interview de Valérie Glatini, la ministre de l'Éducation. Et pour elle, c'est clair, ces mesures, elles s'imposaient dans l'enseignement, mais il y en a eu aussi, dit-elle, dans d'autres secteurs. Il fallait absolument en passer par là. Écoutez-la. Ne fait plaisir à personne, et certainement pas à moi ni à Madame de Gries, de faire des économies, en particulier dans l'enseignement. Mais nous n'avons tout simplement plus le choix. Et donc ce qu'on veut faire, c'est assurer qu'il y a bien un paiement des salaires en 2029-2030. On en est là. Ben oui, effectivement. On dépense 15 milliards d'euros et on reçoit 13,5 milliards d'euros. Donc on vit à crédit en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui est prévu, c'est 300 millions d'économies et 75 millions de réinvestissements. Et puis, ça va monter, évidemment, parce que moins on paye d'intérêts aux banques, plus on peut réinvestir. Et donc, en 27, par exemple, il y a -2 périodes phase classe pour tous les enseignants dans leur première année, -2 périodes phase classe pour les enseignants qui ont 60 ans et plus. Il y a 5% de rémunération en plus pour les enseignants qui sont formés non plus en 3, mais en 4 ans. Il y a 25% de tension barémique pour les directeurs d'école, pour lutter contre la pénurie de directeurs d'école. Donc oui, les mesures positives, elles arrivent. Mais pour ça, il faut d'abord dégager de la marge. Alors, Valérie Glatini le dit, les mesures positives arrivent. Certes, c'est difficile maintenant, mais ça ira mieux dans le futur. On est à 350 millions d'emprunts qu'on rembourse chaque année. Dans 2 ou 3 ans, elle propose de faire quelques économies. Oui, mais là, il y a des mesures concrètes qu'elle propose. On sera 500 millions par an. Ça va continuer à augmenter. Véronique Decker, je vous vois réagir. Oui, en 2027, quoi. Je veux dire, on a énuméré les mesures qui allaient venir en 2027. Je veux dire, à un moment, c'est juste du n'importe quoi. Aujourd'hui, on sait... Le redoublement, ça coûte 400 millions d'euros à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Quand est-ce qu'on investit pour diminuer ce redoublement? Je veux dire, parce que c'est pas les 75 millions qu'on va investir dans l'enseignement qui vont permettre de diminuer ce redoublement. Donc à un moment... Au lieu de prendre des mesures qui visent à réduire le redoublement, qui est quand même un fléau dans notre enseignement, au contraire, on prend des mesures qui vont renforcer ce redoublement. On élève les seuils de réussite du CEB et du CE1D. Je vous dis pas la catastrophe. On supprime
un droit de recours automatique des parents en matière de redoublement. Donc le recours au droit pour les publics les plus défavorisés, on l'oublie. Donc à un moment, ce sont toutes des mesures qui vont faire augmenter le redoublement, donc augmenter les dépenses de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc je pense qu'il y avait d'autres pistes et d'autres solutions. Oui, alors, Monsieur Dizan, Valérie Glatini annonce aussi, par exemple, un plus grand soutien pour les directeurs. Est-ce que c'est de nature à apaiser vos craintes, ça? Mais du tout, ça fait 15 ans que je suis à la direction de l'école. Je peux vous assurer qu'en 15 ans, le métier a changé. J'étais pédagogue il y a 15 ans. On pouvait faire vraiment de la pédagogie et être sur le terrain. Aujourd'hui, je suis devenu un administratif. Et je me bats pour pouvoir manager mes 120 membres du personnel. Et de la pédagogie, voilà, on compte-goutte. C'est malheureux. Et si la structure d'une école ne fonctionne pas, mais comment l'ensemble peut fonctionner? Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est que ces couches de lasagne de réforme nous empêchent de pouvoir avoir une stabilité dans nos écoles. Nous sommes mi-juin, la rentrée est en août, il y a des vacances entre eux, on vient de voter, enfin ils viennent de voter. Ok, maintenant, il faut mettre en place. Comment on fait? On dit qu'il y a des circulaires qui ont déjà été envoyées pour vous permettre de vous organiser pour la rentrée future. Alors, chaque école a ses spécificités et ce sont les spécificités qui vont être compliquées. Les enseignants sont aujourd'hui dans un état de stress parce qu'ils ne connaissent pas encore leurs attributions dans une grosse partie des écoles. Mais si on ne connaît pas ces attributions, comment on prépare ses cours pour la rentrée? Parce que donner cours en première année avec l'arrivée du tronc commun ou donner cours en quatrième professionnel, c'est pas la même chose. Et c'est le 22-23 août que je préviendrai à certains enseignants. Malheureusement, les attributions ont changé. Malheureusement, il n'y a plus d'heures pour toi. Mais t'inquiète pas, tu auras 2, 3 ou 4 écoles. C'est chouette, tu vas pouvoir te diversifier. Mais c'est ça le scénario que vous appréhendez? Oui, bien sûr, c'est ça le scénario. Dans mon école, avec les 20 heures qui passent à 22 heures, c'est 44 heures que je n'aurai plus. Et donc, incontestablement, il y a de la perte d'emploi et il y a des... Oui, c'est pas du tout non plus le message de Valérie Glatini qui dit que les pertes d'emploi sont peu probables, on est dans une période de pénurie, il n'y aura pas de nouveaux diplômés qui sortent, et donc le message est tout autre quand vous l'entendez. Une circulaire, quand même, vous parlez des circulaires, la veille des vacances, dans cette circulaire, elle explique aux directions comment gérer la perte d'emploi. Donc je veux dire à la télé qu'il n'y a pas de perte d'emploi, c'est beau, mais envoyer une circulaire aux écoles pour expliquer comment la gérer, c'est qu'il y en a quand même une au final. Donc il y a une perte d'emploi. Oui, alors, Madame Glatini, sur un malentendu, peut-être que ça peut passer, peut-être un peu trop regarder les bronzés. Voilà, c'est ça la difficulté. Et là, je reviens sur un mot très important, c'est l'amateurisme. C'est de l'amateurisme. Nous, dans les écoles, nous sommes des professionnels. Et on ne peut pas préparer une rentrée en amateur. Et c'est ce qui va se passer. Et qui va malheureusement subir cela? Eh bien, ce sont les élèves et la qualité de l'enseignement. Oui, Véronique Dethier, rapidement. Oui, moi, très très rapidement, parce que je pense qu'il ne faut pas réduire ce qui est en train de se passer à l'APD programme 2 et aux mesures d'économie. Je pense que c'est beaucoup plus global, que le malaise est beaucoup plus profond que ça, que les jeunes l'ont dit, écoutez, la jeunesse, c'est superflu, le mal-être des jeunes, les chiffres de santé mentale sont catastrophiques, le nombre de décrocheurs est catastrophique, donc le malaise, il est bien plus mais c'était aussi avant ce gouvernement-ci, je veux dire, le malaise... Nous, on a toujours été très très cohérents dans ce qu'on défendait, et c'est pour ça aussi qu'on s'est investi dans les travaux du pacte, c'est qu'il y avait une vision pour l'école. On n'a plus cette vision et on n'a plus de prévisibilité. Et il y a une chose que les acteurs détestent, c'est d'être dans l'incertitude. Oui, alors est-ce que vous avez aussi cette impression-là, vous l'année prochaine, en principe, vous serez dans les études supérieures, est-ce que vous sentez cette fragilité, cette inquiétude, est-ce que vous l'avez ressenti dans votre cursus scolaire? Totalement. Tout est fragilisé, on ne comprend plus où on va, on ne comprend plus comment vont travailler nos professeurs, on ne sait pas si on aura un enseignement de qualité. Et moi, je m'inquiète pour mon frère et pour toutes les autres années qui vont subir les réformes, à être tirés à 4 épingles et qui n'auront plus un enseignement de qualité. Ouais, vous partagez cette inquiétude, Lola? Oui, je suis d'accord là-dessus, mais je pense qu'il y a aussi un truc qui est important qu'on n'oublie pas par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, c'est que toute cette mobilisation, pour nous, en tout cas les élèves, c'est quelque chose qui est assez nouveau, on ne s'est jamais autant mobilisé là-dessus, et il y a un espèce de collectif qui se crée, et on est tous unis, parents, profs, élèves, et c'est quand même un truc fou je pense que c'est ça qui nous permet... Il y a aussi une chose qu'on dit, et on vous l'avait entendu,
au sein du gouvernement, on se demande s'il n'y a pas une instrumentalisation à un moment donné des jeunes. Comment vous ressentez ça, vous ? Honnêtement, pas très bien. Je trouve que c'est assez réducteur. Bon, déjà, c'est pas du tout le cas. Comme ça, on est bien clair là-dessus. Mais nous, en fait, depuis le début, ce qu'on revendique, c'est de pouvoir donner notre avis. Parce qu'en fait, on sait qu'on est capable de l'avoir, cet avis. On est capable de se réunir, de débattre et de réfléchir ensemble, de se renseigner. Donc, dire qu'on est instrumentalisé, c'est un peu dire, OK, c'est des jeunes. De toute manière, ils sont pas capables d'avoir leur propre avis. Donc, non, c'est pas le cas et on le prend pas très bien. Oui, et donc quand vous entendez dire oh mais les jeunes ils vont manifester, ils ne savent même pas le contenu de la mesure, des mesures prévues, vous vous inscrivez en faux par rapport à ça. Je pense que oui, d'une part c'est faux et d'une autre part, tout le monde est libre de manifester. Toute cette histoire, ça part des réformes, mais maintenant ça va beaucoup plus loin que ça. Les gens manifestent contre ces réformes, mais aussi pour le respect de la démocratie, contre les violences horribles qu'on est tous en train de subir. Donc je pense que ça va plus loin que ces réformes et que... Oui, je vous vois opiner, Guillaume. Tout à fait. On est beaucoup plus que conscient de tout ce qu'impliquent les réformes, des atteintes à la démocratie par les enfreintes au règlement du Parlement. On est bien conscient de tout ça. On est beaucoup moins idiots que peuvent le penser certains et certaines. Et on compte bien être clair là-dessus. On sait ce dont parlent les réformes et on n'est pas content. Et quand on se prend la police dessus, ça n'envoie pas un bon message. Oui, ce risque d'instrumentalisation, Monsieur Dizan, comment vous l'appréhendez, vous ? Parce que ça peut exister, de l'instrumentalisation à un moment donné. Mais oui, ça peut exister, mais aussi par les politiques. Voilà, est-ce que ce n'est pas eux directement qui instrumentalisent ? Moi, quand je vois Lola et Guillaume, je me dis que l'enseignement fait bien son travail. Et ces deux exemples, il y en a plein dans les rues. Alors, il faut savoir pourquoi on veut revoir aussi l'enseignement. Il faut faire confiance à cette jeunesse. Cette jeunesse est belle, elle a des compétences et elle nous le prouve chaque jour, au quotidien. Vous savez, ce qui nous donne la foi dans les écoles, ce sont les jeunes. L'espoir, elle se trouve à l'intérieur des écoles. Parce que si les gens sont dans la rue aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrivent plus à avoir l'espoir dans le système politique. C'est là la difficulté. Oui, alors Mathieu Ovine, on parlait d'instrumentalisation des élèves. On dit aussi que Mars Attack est instrumentalisé, noyauté par écolo, par la gauche. C'est une critique que vous avez entendue à de multiples reprises. Mais déjà. également par l'extrême droite aussi. Donc ici, on nous met beaucoup d'étiquettes dessus. On l'a dit directement, nous sommes apartisans, à aucun parti politique. Parmi Mars Attack, il y a des professeurs qui sont plus libérales, mais qui n'ont plus foi en le système justement qui se passe. Et c'est pour ça que ça prend et que ça fonctionne. C'est parce qu'on est de tout, mais on ne parle pas justement ça. On est contre les mesures de la Fédération Wallonie-Bruxelles parce qu'on est là pour nos élèves, qu'on est là pour nous également dans l'enseignement, mais je dis toujours, les conditions de travail des professeurs sont les conditions de travail, conditions d'apprentissage des élèves, et donc non, on n'est pas instrumentalisé. Oui, alors une des mesures les plus commentées, c'est évidemment ces 2 heures supplémentaires, le passage de 20 à 22 heures dans le secondaire supérieur, un alignement sur ce qui est pratiqué dans le secondaire inférieur. Et là aussi, cette critique-là, vous l'avez beaucoup attendue. Tiens, ces profs qui ne veulent pas travailler 22 heures, on ne comprend pas pourquoi. Est-ce que c'est difficile à argumenter cette critique-là pour Non, maintenant, déjà, je tiens à préciser que moi, je ne suis pas concerné par cette mesure parce que je suis professeur en inférieur. Par contre, elle me choque beaucoup par ce qui est annoncé. On nous fait passer pour des fainéants alors que, je rappelle, mes collègues travaillent déjà en temps plein. Ça, je tiens à le signaler. On parle que de 2 heures semaine. Je rappelle qu'il y a un travail invisible qui n'existe pas. Monsieur Boucher, encore l'autre jour, a parler d'un allègement justement de la charge en dehors des heures de cours, de la charge administrative, en parlant du dossier d'accompagnement des élèves. Je tiens à lui préciser qu'à l'heure actuelle, ce dossier, il est uniquement pour le fondamental et il passe qu'en première secondaire l'année prochaine. Donc les 4, 5, 6 ne sont pas touchés par cet allègement administratif. À l'inverse, dans 3 ans, ils vont devoir faire ce fameux dossier en plus, même s'il sera allégé. Donc tant mieux pour mes collègues du primaire s'y allégé, mais non, donc c'est ce qu'on a vu. C'est une critique que vous devez entendre aussi de la part de parents, ça j'imagine, Véronique de Thiers. Alors oui, évidemment, cette question est sensible, mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne parle pas globalement de la profession. On oublie les enseignantes maternelles qui prestent énormément d'heures et qui ont beaucoup de préparation. On aurait pu envisager d'alléger aussi leurs charges. Je pense que... D'ailleurs, c'est une des revendications de Mars Attack. 20 heures pour tous les profs à tous les niveaux. Donc effectivement, du côté je pense qu'en tout cas, nous ne mettons
mettons pas spécifiquement cette mesure-là en avant. Et je pense que les enseignants et le mouvement des enseignants ne met pas non plus cette mesure-là en avant. Ce qu'ils mettent en avant, c'est que c'est le chaos que ça va provoquer à la rentrée, en fait. C'est ça qui est important, et c'est ça qui est important et qui met tout le monde d'accord. Ouais, vous l'annoncez, vous, le chaos, quand on voit votre précédente réponse, On l'annonce, ça va être très très compliqué. On parle aussi de pénurie. Alors ça ne va pas combler une pénurie, parce que ça dépend aussi des secteurs. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça ne va pas donner envie de venir dans l'enseignement. Ce beau métier, ça ne donne pas envie aujourd'hui. Et les autres réformes, comme le CDI, qui pourraient suivre. Ah non, Madame la Ministre a dit qu'elle s'arrêtait là. Ah, pas encore, non, pas encore. Ça, elle n'a pas dit. Donc, comment motiver nos jeunes à devenir un jour enseignants et permettre la continuité justement des apprentissages. Les écoles pour devenir enseignants sont vides. Ouais. Alors on sent que les traces sont profondes. Est-ce qu'il y a vraiment eu un moment qui a été très important? C'est finalement ce vote anticipé au Parlement et toute cette violence policière qui à un moment donné a été dénoncée par certains enseignants. Le bourgmestre a dit qu'il y avait aussi des casseurs, mais ça, est-ce que c'est un moment pour vous très important finalement dans ce conflit? Moi, je tiendrais à rectifier. Il y a un truc qui est assez important pour moi et qu'on voit beaucoup dans les médias, c'est que j'aimerais bien qu'on arrête de séparer les casseurs des manifestants pacifistes. Depuis le début, on se tue à dire « Ok, ce qui fait notre force, c'est le collectif. On ne peut pas se permettre maintenant de se diviser. S'il y a une violence qui vient des manifestants, elle est légitime. C'est des gens qui sont exposés à la violence quotidiennement. Ah ouais, donc pour vous, vous dites c'est normal qu'on ait cassé du mobilier urbain, qu'on ait brûlé des vélos, etc. Je dis pas ça, je dis juste qu'on a tous des manières différentes de lutter parce qu'on n'a pas les mêmes réalités sociales et que c'est quelque chose qu'on doit accepter. On doit arrêter de vouloir structurer une lutte. On ne lutte pas tous de la même manière, c'est normal. Et que je pense qu'il y a une violence institutionnelle et de la part de la police qui est beaucoup plus grande que celle des manifestants et que c'est deux choses qui ne sont même pas comparables en fait. Je ne comprends pas pourquoi on continue à parler de la violence des manifestants alors que de l'autre côté c'est 100 fois pire. Oui, alors on parle de fracture, vous ressentez vraiment, vous Guillaume, aujourd'hui une fracture entre le gouvernement, les enseignants et les élèves? Totalement. Quand on porte atteinte à la démocratie, les élèves sont inquiets aussi et le savent. Quand on met la police en barricade, quand on fait pression sur un mouvement de protestation contre des mesures, on montre qu'en fait les jeunes ne peuvent pas être écoutés. C'est ce qu'a dit elle-même une députée. Quelques enfants qui manifestent, on s'en fiche. Alors, dans quel monde on va ? Ouais, et donc on imagine que cette fracture n'est pas prête de se résorber. Donc on s'attend à des mois très difficiles, Monsieur Dizan. Il y avait une responsabilité politique le jour où ils ont voté. Ils savaient à l'intérieur du Parlement que c'était compliqué à l'extérieur. Ils ont même fait une pause à un certain moment pour voir. Il y avait eu une intrusion. Ils le savaient. Et ils ont franchi cette limite. Moi, je rêve d'avoir des politiciens qui sont des exemples pour tout le monde. Voilà. Et cette limite franchie, c'est quoi? C'est de dire on ne va pas respecter la règle parce qu'on peut l'interpréter. Et là, donc c'est cette dérogation qui a permis d'anticiper de 84 heures le vote du décret. Quand on sent qu'il y a de la violence à l'extérieur, qu'il y a le peuple qui est là pour dire nous ne sommes pas en accord, le minimum, c'est de respecter en tout cas la législation. Ça n'a pas été. Oui, et quand la ministre vous dit au Parlement on a décidé ça parce que finalement il fallait voter le texte pour qu'on puisse finalement aller vers l'application de ce décret et de ces économies. Certainement pas de cette manière. Oui, il peut y avoir des réformes. Il y a toujours des réformes. Les réformes sont des leviers, mais pas de cette manière. La forme, si on revient sur les 20h, 22h, on parle pour équité. Parce qu'au départ, c'était pas pour faire des économies. Puis finalement, on ose quand même un peu le dire. Mais je crois qu'on nous prend pour des bêtes, en fait. Nous sommes bêtes. On n'a pas cette capacité de réfléchir. Je vais peut-être rappeler quand même au Parlement que nous avons fait des études et que nous aussi, nous avons notre mot à dire. La démocratie représentative n'est pas juste voter une fois tous les 5 ans et puis dire merci. Oui, donc Mathieu Ovine, on s'attend à ce que Mars Attaque, dès la rentrée, avec les syndicats, lance des actions. Tout à fait. Et vous avez bien fait de souligner avec les syndicats, puisque nous-mêmes, nous ne pouvons pas déclarer des jours de grève, mais c'est prévu que la rentrée soit perturbée. Ça, c'est déjà prévu. S'il n'y a pas de changement d'ici là, la rentrée sera perturbée dès le début. Donc le jour de la rentrée, la première semaine,
Au minimum la première semaine, et puis on va voir comment ça se passe. Le jour de la rentrée sera perturbé. Parce que le décret est voté maintenant. Parce que le décret est voté, mais ils peuvent faire des modifications. Ils veulent déjà faire un troisième décret. Ben merci en tout cas d'avoir partagé votre expérience et finalement d'avoir donné votre sentiment sur le plateau. Merci d'avoir été des nôtres. C'en est fini donc pour Versus ce soir, et la semaine prochaine, vous retrouverez Michel Gaillard, fidèle au poste, à la présentation de cette émission. Bonne soirée à tous.